Et nous n'avons jamais demandé de compte à nos dirigeants pour savoir comment est-ce qu'ils ont pu mettre en moule la GECAMI. C'est un dossier à ouvrir, mais ici nous voulons encourager les secteurs privés responsables et transparents. Vous venez exploiter les mines chez nous. Voici ce que nous vous demandons de faire. Et voici à quoi nous avons droit. Voici à quoi vous avez aussi droit. Ça, le professeur Matungulu a une vision pour ça, pour corriger toutes ces aberrations-là. Bon, et donc, voilà, ça c'est une chose. C'est seulement dans ces conditions-là que la croissance deviendra inclusive, partagée et bénéficiant à la majorité. Je vais vous dire ici que non, bon, pendant tous ces gouvernements qui se sont succédés, depuis 2003, ils disent que la croissance au Congo était très élevée. C'était une croissance de 7%. Dans ce pays ici, la croissance n'a jamais atteint 3% dans ce pays. Mais au Congo, on nous a donné les chiffres exorbitants. On nous a dit que non, la croissance était à 7,8 et elle est allée jusqu'à 9%. Oui. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que non, les pays bénéficient d'une très bonne santé économique. Évidemment, la santé économique était tributaire au secteur minier. Bon, il y a eu du boom au Katanga, il y a eu du cuivre, etc. Et puis à un moment donné, c'est tombé. Mais dites-moi, la pauvre population. Donc cette croissance-là qui était stable et puis en train de galoper, graduellement, elle devrait bénéficier à la population. On devrait sentir que non, les Congolais, les démunis, ont au moins à manger. Ils ont les transports, ils peuvent emmener les enfants à l'école. Bon, mais ça n'a pas été ce qu'on nous a dit pendant toutes ces années ici, pendant les 10 années ou 15 années ici. Donc, on nous a toujours dit que non, la croissance, elle est en train de monter. Il n'y a jamais eu une croissance négative, elle est toujours en train de monter. Donc, vous voyez comment est-ce que les dirigeants peuvent asservir, avilir la population, tromper la population avec d'un côté les termes alléchants, de l'autre côté la misère criante. Ici, c'est la devise du parti. Intégrité, travail et développement. Ici, il n'y a pas de développement sans intégrité. Vous ne pouvez pas vous développer s'il n'y a pas d'intégrité. Et vous ne pouvez pas non plus vous développer si vous ne travaillez pas. Il faut travailler pour pouvoir vous développer. Il faut être intègre, il faut incarner les valeurs modernes, les valeurs d'intégrité pour pouvoir motiver les autres. Si je dois copier l'exemple en disant non, bon, mais je vois les ministres, il y a Jacques Akawana, c'est ça en fait le fatalisme. Ça veut dire non, parce que les ministres continuent à voler, moi aussi dans mon petit secteur, je dois voler. Et là, on ne peut pas avancer. Mais cet homme a montré l'exemple que non, là où je ne suis pas d'accord, là où il y a la corruption, en tout cas, je ne suis pas là. Je quitte, malgré tout, il avait toutes les opportunités de voler comme il pouvait, de s'enrichir comme il pouvait, et il a préféré garder sa probité, partir. C'est des hommes très rares, encore exceptionnels dans les milieux de la politique congolaise, très rares. Donc, abandonner les espèces trébuchantes des dollars pour partir faire sa carrière au Congo. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas facile à convaincre, mais je suis convaincu par les valeurs de cet homme. Voilà un peu en bref ce que je voulais dire sur la vision. La vision est claire. Il est un exemple. Nous devons absolument nouer
renouer avec les bonnes habitudes, comme on dira, ce ne sont pas des simples mots, mais plutôt il a donné lui-même l'exemple. Et donc, pour revenir un peu brièvement, qui est cet homme? Voici un peu rapidement, cet homme c'est un Congolais. Voilà, il est né dans une certaine province de Bandundu au Congo. Il a fait son école primaire, il a fait son école secondaire dans les très bonnes écoles à l'époque. C'est des écoles de moines catholiques. Et il a eu sa licence. Il est allé à l'université de Lovanium, que nous appelons maintenant l'université de Kinshasa, où il a eu sa licence en sciences économiques, option économie internationale et monétaire en 1977. En 80, il a pu obtenir son diplôme parce qu'il a eu la bourse. Quand il a fini l'université, il s'est fait professeur assistant à l'université de Kinshasa. Pendant ce temps-là, il n'a pas seulement enseigné, il a aussi occupé beaucoup de postes. Je vous dispense de tout ça. Il a occupé les postes dans différents ministères, y compris la Banque centrale, où il a été conseiller à des différents postes de responsabilité. Mais il a eu une opportunité d'obtenir sa bourse pour aller parachever ses études aux États-Unis. Et donc en 80 et 81, vous voyez là où il a eu ses diplômes. Et il a été en 1990 diplôme spécial en anglais et économie at the Economic Institute of Colorado University à Boulder. Ensuite, en 81, c'était à l'université à New York Buffalo. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais je vais quitter ces brillantes études. Sa carrière est alléchante et son avenir encore meilleur. Nous allons aller là. Voici, je voudrais vraiment vous dispenser de tout ça. Cette première partie ici, c'est en fait, vous pouvez voir tout simplement, en 1986, il décroche un doctorat en sciences économiques à l'université de Harvard, à Boston. Sa thèse de doctorat est intitulée Exchange Rate Policy, Resource All Allocation and Growth Pattern in Zairian Economy. Donc, de 1967 à 1983. En fait, c'était la politique des taux d'échange et son impact sur les mécanismes d'allocation des ressources et de la croissance dans l'économie zaïroise à l'époque. Donc, entre 1967 et 1983. Je vous rappelle qu'en 1967, un Zaïre à l'époque de 1967 équivalait au taux d'échange de 2 dollars américains. Un Zaïre à l'époque équivalait, un franc congolais à l'époque équivalait, parce qu'en 67 le Congo s'appelait encore Congo, c'est en 74 où on a changé en Zaïre. À cette époque-là, un franc congolais de l'époque, en 1967, était équivalent à 2 dollars américains. Et vous pouvez voir la tendance aujourd'hui, l'inverse. 1000 fois inflation ou 2000 fois inflation. C'était sur base de l'économie belge. Merci, c'est un apport vrai, mais en même temps, je crois, en 1967, la GECAMIN était encore... Toutes les structures étaient là. Mais en même temps, en 1967, bien sûr, il y avait la part belge dans la GECAMIN, vous savez. La GECAMIN ainsi que la MIBA, par exemple, la CIBICA, avait 20% des parts à la MIBA et les 80%, c'était l'État congolais. Donc, il y avait cet apport-là belge, mais il y avait quand même aussi cette volonté-là dans les dirigeants congolais à faire avancer, à faire stabiliser la croissance. Il y avait encore quelques conscients à l'époque. Voilà. Cet homme était pratiquement inconnu du grand public. Je pense que beaucoup d'entre nous ici, bon, ça avait peut-être le professeur Matourou, peut-être ils ont entendu parler de lui, etc. Jusque
En 2015, il est rentré au pays après une carrière internationale à Washington, D.C., au siège du Fonds monétaire international. C'était en octobre 2015. Il a commencé par consulter, il a commencé par écouter les gens, par exposer sa vision. La vision dont je viens de vous parler tout de suite. Et donc, vous voyez là, en 1998, il se voit confier les postes de représentants résidents du Fonds monétaire international au Cameroun. Et il a introduit beaucoup de réformes. Ces réformes-là, c'était pour aider les pays à accéder aux faveurs du Fonds monétaire international, aux faveurs de la Banque mondiale, pour alléger sa dette. Et il l'a fait avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'appréciation des dirigeants du Cameroun, parce qu'ils ont accédé à ça. Bon, en avril 2001, il est nommé ministre de l'économie, des finances et du budget, je vous l'ai déjà dit. Durant son mandat à la tête de ces méga-ministères, il exécute en un temps record, je vous dis, un programme de stabilisation économique et financier. Il maîtrise l'inflation, il stabilise la monnaie nationale et permet le retour de la croissance économique après plus d'une décennie de récession. Rappelez-vous, 32 ans de dictature mobusienne jusqu'en 1997, de 1997 jusqu'à 2001. C'est l'AFDEL, Mouzepa en 2001, c'est à ce moment-là qu'il vient. 2001, tout était en récession, tout était délabré. C'était l'économie monétaire de la planche à billets, comme on dit au Congo. On produit beaucoup de billets. On a vu au Congo des cartons de billets de dollars être distribués. Mais ces dollars-là viennent d'où? Les pays ne produisent rien. Vous produisez les papiers, mais en fait, il n'y a rien de spécial qui est produit pour justifier la masse d'argent. Donc lui, il a stabilisé tout ça. Et c'est cette stabilisation-là qui a fait que le Congo, progressivement, a été accepté, a été ouvert à la classe internationale pour, en fait, recevoir certaines opportunités. La coopération multilatérale entre le Congo, la Banque mondiale et le Fonds monétaire était rétablie. La communauté internationale s'engage alors à soutenir le Congo dans les efforts de redressement. Le Congo venait de sortir d'une grave guerre, donc ne pouvait pas s'en sortir sans ressources, sans quoi. Mais cet homme, pendant ce temps-là, a fait ce que nous pouvons appeler les miracles économiques. En 2003, il démissionne du poste. Pourquoi il a démissionné? Il a refusé de trahir ses convictions. Parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup d'abus de pouvoir dans la gestion des ressources publiques. Il a dit qu'il ne peut pas continuer. Et donc, quand il a quitté en 2003, il est reparti au Fonds monétaire international. Comme chef d'équipe des pays, des chefs de mission pour la conception et le suivi des programmes économiques dans divers pays. De 2003 à 2014, une trentaine de missions pour les fonds monétaires internationaux. Une trentaine de missions. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ici, y compris les pays comme le Niger, la République du Bénin, les Comores, la République sœur de Congo-Brazzaville, et puis les Commonwealth, les pays des Bahamas, etc. Ils participent à beaucoup de sessions de régénération, renégociation des dettes souveraines au Club de Paris en France, etc. Pourquoi participer? Parce qu'il y a de l'injustice ici. Quand on vous donne de l'aide, c'est ce qu'on appelle de l'aide liée. Les pays ici décident de vous donner de l'aide, vous, Congo. Nous vous donnons 30 milliards de livres sterling pour financer votre éducation. Mais sachez que vous allez repayer cet argent. C'est ce qu'on appelle aide liée. Donc, on vous donne et vous allez rembourser. Donc, les dettes que le pays a contractées, vous et moi, nos petits-fils,
nos enfants, nos petits-fils vont devoir repayer cet argent. C'est pourquoi il y a le Fonds monétaire international, c'est pourquoi il y a la Banque mondiale pour réguler les paiements ou les repaiements de cette dette-là. Donc, les dirigeants ou bien nos aînés qui ont pris le pouvoir après les Belges devraient premièrement demander réellement pardon à la jeunesse, à toute la jeunesse, pour dire vraiment on a foutu le pays dans la merde, on n'a pas pu aider la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, elle est désœuvrée complètement. Elle est perdue. Elle n'a pas de boussole. Elle n'a pas quelqu'un qui peut leur donner une direction. Voici l'homme. Comme on dit. Voilà. En décembre 2014, Freddy Matungu a décidé de prendre la retraite prématurée au Fonds monétaire international. Donc, après avoir travaillé en 1998 jusqu'en 2014, après avoir rendu beaucoup de services, après avoir occupé des postes alléchants sur le plan international, cet homme a décidé de prendre la retraite. Pourquoi il a décidé de prendre la retraite? Il était bien, il a sa maison, il a tous ses moyens, il ne dort pas affamé, mais il a décidé d'arrêter, de se retirer de façon prématurée pour revenir au Congo. Il revient au Congo parce qu'il veut servir sa nation et il a initié Congo Nabiso. Voilà. Donc, Congo Nabiso, c'est pas. Donc, Congo Nabiso doit simplement refléter les devoirs des filles et fils du pays de travailler sans relâche, à assurer la grandeur ainsi que la prospérité de la patrie. Nous les chantons tous les jours dans notre hymne national. Debout Congolais, ne restez pas vraiment les fronts baissés, restez les fronts redressés. C'est ça le sous-bassement, c'est ça le fondement du Congo Nabiso, c'est ça le fondement et la vision de cet homme-là que nous appelons Mwalimu, que nous appelons maître, parce qu'il ne prêche pas seulement de façon théorique, il prêche par l'exemple, et les exemples sont là aujourd'hui. Les dirigeants d'aujourd'hui, s'ils ont quelque chose à lui reprocher, eh bien, le débat est ouvert. Et si vous avez vraiment des questions à poser, je n'ai pas peut-être touché certains points. En résumé, vous avez sur les posters là, les résumés de cet homme ici, Freddy Matungu Moulan, c'est FMI. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président fédéral. Encore, c'est donc bien exposé, non seulement. Alors, nous allons poursuivre notre programme. Donc, si vous avez entendu le secrétaire général, c'est lui le président fédéral. Si l'Assemblée a l'une ou l'autre question ou un éclaircissement, à travers un jeu de questions-réponses, on est ouvert pour pouvoir donner des réponses à ces préoccupations-là. Voilà, nous avons casse-croûte là-bas, donc si on peut faire une pierre deux coups. On peut aider à ce qu'il est. C'est bon alors. Merci. Voilà, donc la parole vous est adressée. Si vous pouvez vous présenter, comme ça, vous poser votre question éventuellement. Moi, c'est Roger, je suis un ami à Caïs. Je suis pas aussi à Metz et on a beaucoup d'années. Je suis Camerounais, je ne suis pas Congolais, donc c'est ce que je vous combat dans vos questions. Bonne somme de frères d'Afrique. Merci. À vous entendre tous parler, Congo Nabiso veut dire notre Congo. Oui. Ok, donc je ne suis pas Congolais. Alors, parce que je ne parle pas. Tu parles de Congo. Et deuxièmement, c'était une question que je voulais poser, mais tu as donné la réponse à ma question.
Donc la diaspora n'a pas droit au vote. Pour l'instant, oui. La loi électorale les exclut. Oui. Est-ce que votre parti est représentatif, je veux dire, à l'Assemblée nationale au Congo actuellement? Bon, je peux répondre. Merci pour la question. Et si oui, si votre parti est à l'Assemblée, oui. qu'est-ce que vous faites pour amender la Constitution? Parce que je crois que tout Congolais a droit au vote. Donc ça serait être un combat qui doit commencer au Congo. Allez, je ne sais pas. Bon, mais à mon sens, à ma connaissance, la législature passée avait bloqué cette loi-là, je pense de façon délibérée. Parce que la pression pour que les choses bougent au Congo est venue principalement de la diaspora. Et quelle diaspora? C'était la diaspora de la Grande-Bretagne. C'était là, au fait, que tout avait commencé. Tout avait commencé avec les changements au fait que la diaspora demandait au niveau de Londres. Donc, en bref, Londres ou la Grande-Bretagne, la diaspora congolaise de Londres était la bête noire du gouvernement ainsi que du Parlement au pays. Donc, c'est comme ça que ça avait commencé. Donc, la diaspora n'a pas eu droit au vote en 2006, quand il y a eu les premières élections. Et puis, il n'y a pas eu non plus, il n'avait pas le droit de voter en 2011. Mais, exception faite, c'était que vous avez le droit d'être éligible et d'élire seulement si vous vous enrôlez et vous restez au pays pendant 3 mois. Bon, mais qui est celui-là va aller vraiment au pays, rester pour 3 mois, s'enrôler et attendre vraiment que notre soit au fait légitimé pour voter? Les gens ont des occupations ici. Donc, en bref, c'était une exclusion très subtile, très subtile à mettre les gens d'un côté. Bon, mais maintenant là, on me dit qu'il y a eu des amendements, il y a eu des changements. C'est une bonne chose. Je ne sais pas. Les modérateurs ainsi que le secrétaire général, bon, m'ont soufflé que non, la loi, semble-t-il, a changé. Mais à ma connaissance, jusque-là, je ne sais pas, moi je ne savais pas que non, ça a changé. Donc, il faut y revenir dessus. Le deuxième volet, c'est celui-là de si nous sommes représentés au Parlement. Bon, comme on a vu ça, c'est un parti jeune. Vous voyez, 2015. Donc, on a commencé à s'implanter. Mais la notoriété de son initiateur a fait que ça a bouleversé les calculs. Ça a commencé à bouleverser les calculs. Nous ne sommes pas représentés au Parlement. Nous nous battons pour la législature prochaine. C'est pourquoi nous sommes très engagés à dire nous voulons les élections. Quel que soit le temps que ça va durer, nous devons aller aux élections. Les accords de Senko, les accords avec les évêques qui a fait des arrangements spéciaux, c'est pour que, en une durée de 12 mois, plus ou moins, les 12 mois de sursis qu'on a donné à ce gouvernement pour organiser les élections, c'est pour que nous soyons en même de nous représenter. Pour qu'un jour, le conseiller fédéral Nord ici puisse présenter sa candidature. Que notre membre du conseil des sages ici présent, qu'il ait l'occasion de présenter sa candidature dans sa circonscription là-bas. C'est que nous appelons ici constituency. Donc chacun ici a une circonscription au pays. Nous n'allons pas nous faire voter ici. Nous voulons au pays. Et donc, pour se faire voter, il faut d'abord être en règle avec la loi. Il faut avoir le droit de voter. Deuxièmement, il faut avoir sa base. Donc, quand je parle ici, je me dis, non, bon, les gens de ma circonscription, ils m'écoutent. Et donc, si je dis, voici, nous avons notre candidat, le professeur FMI, en tout cas,
voter pour lui. Moi-même, je vais venir, je vais me présenter comme député. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas représentés à ce Parlement qui vient de finir son mandat. Donc, nous ne sommes pas représentés. Donc, si vous pouvez répondre sur la loi qui a été modifiée, je pense, sur les votes. Je crois que c'est comme vous avez dit là. Donc, lors des 2 premières législatures, la diaspora n'avait pas droit au vote. Pour un certain nombre de raisons que la commission électorale avait invoquées. Maintenant, on a modifié la loi. Donc, les Congolais de la diaspora peuvent s'enrôler et voter. Mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer avec les commissions électorales. Ils vont organiser les circonscriptions de l'extérieur. Donc, on va devoir voir et attendre de voir comment ça va se passer. Je peux peut-être vous compléter. Non, ce n'est pas que la loi a été modifiée encore. C'est le résultat de l'un des résultats de concertation nationale. Selon les recommandations qui ont été prises là-bas, il y a une évolution positive d'une disposition de la Constitution. C'est-à-dire que le Congolais de naissance, même si il a adopté pour une autre nationalité, ne perd pas automatiquement la nationalité congolaise. Donc ça, c'est une évolution qui va demander le changement de cette disposition constitutionnelle pour permettre la double nationalité et, ipso facto, permettre aux Congolais de la diaspora de pouvoir voter, de pouvoir être éligibles et de pouvoir voter. Donc ça, c'est dans une perspective évolutive, ce n'est pas encore acté, mais il y a une ouverture. Je ne comprends pas de quoi. Moi, je sais que j'ai des amis qui vivent en Europe et qui sont des députés au Congo. Même si on ne peut pas voter, mais on peut se représenter. J'ai des amis qui sont des députés. Non, ici, nous Donc, je crois qu'il y a 2 plan. problèmes là-dessus. Le problème des amis qui sont des étrangers, mais qui sont députés, Ils ont contourné la loi. fait en violation de la loi. Ici, Donc, nous expliquons l'évolution de la loi. Ils l'ont fait en violation de la loi, mais comme il se fait qu'après les élections de 2006, là, et les gens de l'opposition et les gens de la majorité présidentielle se trouvaient dans le même cas. À l'époque, c'est Vital Kamerhe qui était président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a dit, bon, on crée un moratoire. C'est-à-dire, on fait un moratoire, c'est comme si on fait sursoir l'application de la loi sur ce point-là. En fait, c'est une violation de la loi, de la Constitution. On anesthésie cette disposition-là temporairement. Et ce moratoire, je crois qu'on avait parlé de 2 ans, 3 ans, mais finalement, c'est resté comme ça. En fait, en pratique, ça veut dire que moi, je suis britannique, par exemple. De notre Congo, je dis à personne que je suis britannique. Je reprends un passeport congolais et je me présente n'importe où. C'est mon droit en tant que Congolais. Je ne dis pas aux gens qu'entre-temps, j'ai eu une autre nationalité. Comme votre nouveau Premier ministre. Belge. Non, pas seulement le nouveau Premier ministre, c'est pratiquement tout le monde. Beaucoup de gens. Hein. Tout le monde qui a été en Europe. Et votre président est rwandais. Alors, mais maintenant, les problèmes des élections, c'est la nouvelle loi électorale qu'on a changée. Parce que l'ancienne loi électorale ne permettait pas des Congolais, je ne parle pas des étrangers ou des Congolais qui ont acquis une nationalité étrangère. Nous parlons des Congolais qui sont restés des Congolais mais qui habitent l'étranger. Donc, avant la modification de cette loi, ils n'avaient pas droit au vote parce que la CENI avait estimé qu'ils n'étaient pas en mesure d'organiser les opérations électorales en dehors du territoire national.
Maintenant, bon, on dit que ce sont des calculs politiciens. Maintenant, la majorité présidentielle a tout fait pour qu'on change cette loi-là. Donc, maintenant, ils seront obligés d'enrôler les Congolais qui gardent leur nationalité, qui se trouvent à l'extérieur. Mais les étrangers, donc, c'est-à-dire les Congolais qui ont acquis la nationalité étrangère, leur situation n'a pas évolué. Il y a encore une autre question?